Erev Tov à tous, bonsoir à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de se retrouver avec la communauté de Emouna Shlema qui a demandé à Ethan de reprendre le cours habituel donc sur le livre de Bereshit. Et donc on continue où le Rav Ethan Fison s'est arrêté il y a déjà plus d'un mois, j'imagine. Bah non, en fait, on ne s'est pas arrêté. On a repris déjà depuis un mois. On a repris déjà depuis un mois. Donc, ceux qui sont les assidus, on a repris depuis un mois. C'était évidemment moins publicité, même moins médiatisé qu'aujourd'hui. Mais on a repris depuis un mois. Et donc, pour tous ceux qui rejoindraient ce cours au milieu, bah, c'est vraiment un cours au milieu, même plutôt à la fin. C'est-à-dire que ça fait déjà presque 2 ans qu'on étudie le livre de Bereshit, verset après verset, et on arrive vers la fin. Donc, je ne répondrai à aucune question qui a trait à des versets qu'on a déjà étudiés. Vous pourrez les retrouver, ils sont sur YouTube, ce que tu veux. Mais Bezrat Hashem, alors par contre, et là c'est quelque chose de purement dans l'air, je vais en parler avec la direction des moyens, et peut-être qu'effectivement, il faudra qu'on change le sujet du cours tant qu'on est par Zoom, histoire que les gens n'aient pas l'impression qu'ils prennent quelque chose au milieu. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce soir, on est relancé sur notre étude. Où sont les autres cours? Faut les chercher ici et là sur YouTube. Ils ne sont pas encore bien répertoriés. Ils ne sont pas sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de voir comment est-ce qu'on peut les retrouver de manière facile. En tout cas, c'est parti, allons-y. Nous sommes donc au chapitre 47, verset 25. Donc on est vraiment à la fin de la parashat Vaïgash. Et comme on a dit la semaine dernière, eh bien, ça y est, Yosef, c'est le patron. Yosef a réussi à se rendre voilà. Denis Cassel vous a donné tous les vidéos. Voilà, éphémère. Mais Kitsour, nous sommes arrivés à un moment où pour les Juifs, c'est le top, alors que pour les Égyptiens, c'est le down. Tout va mal chez les Égyptiens, tout va bien chez les Juifs. Ils sont à Goshen. Et on a évoqué la semaine dernière que le ressentiment commençait à monter chez nos amis égyptiens. Et évidemment que ce ressentiment, il va se traduire finalement par tout ce qu'on va voir au début du livre de Shemot qu'on connaît avec le problème du nouveau pharaon et la persécution contre les Juifs. Ceci étant, la grande question, c'est mais qu'est-ce qu'on fait encore là-bas? Et ça, c'est une grande question qui se pose, puisque finalement, pourquoi sommes-nous arrivés en Égypte? Dans la parashat Vaïgash, on a vu les retrouvailles tant attendues, les retrouvailles dramatiques entre Yosef et son père. Pourquoi les Bnei Israël sont-ils descendus en Égypte? Tout le monde le sait, c'est à cause de la famine. Mais pourquoi les Bnei Israël sont-ils restés en Égypte après la famine? Puisque la famine, à un moment donné, elle prend fin. Quand est-ce qu'elle prend fin, la famine? Eh bien, elle prend fin 5 ans après que Yaakov soit arrivé. Donc, disons que tu avais besoin d'encore 5 ans pour te faire les valises. Pourquoi au bout de 10 ans, alors que Yosef est vice-roi d'Égypte, pourquoi ne rentrons-nous pas? Pourquoi sommes-nous obligés d'arriver finalement au livre de Shemot où on sera toujours en Égypte? On a l'habitude de penser que on était esclaves en Égypte. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'avait pas le choix. On était les esclaves de Pharaon. On ne pouvait pas aller aux toilettes sans demander la permission. Mais c'est bien mal connaître la situation d'abord historique des versets. Nous ne sommes absolument pas réduits en esclavage tout de suite. Sur les 210 ans que nous allons passer en Égypte, pour les 210 ans que nous allons passer en Égypte, durant les 130 premières années, zéro esclavage. Tant que Lévi, qui sera le dernier des frères à mourir, tant que Lévi ne meurt pas d'esclavage. Donc, si pas d'esclavage, Rabotaï, pourquoi est-ce qu'on ne repart pas? Eh bien, c'est dans cette ambiance-là qu'il va falloir essayer de comprendre
nos versets. Alors, on a dit, chapitre 47, verset 25, on revient sur le prisme, sur les Égyptiens qui disent « Vayomru echeyitanu ». Donc les Égyptiens disent à Yosef « Tu nous as rendu la vie ». Nimtzachen be'ene Adoni ve'ainu avadim le paro. Yosef a réussi à créer une véritable ambiance où tout le monde est dépendant de l'État. C'est assez incroyable, mais c'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Il faut comprendre que l'État moderne, tel que nous le conçoyons, avec 35 ministres dans l'État, c'est une nouveauté de l'après-révolution française Vaelach. C'est-à-dire, dans l'époque antique, dans l'époque moyenâgeuse, même dans l'époque de la Renaissance, l'État ne s'occupe pas de ta vie privée. L'État ne s'occupe que de deux choses de manière générale. Elle s'occupe de ta sécurité et des impôts pour remplir les poches du souverain. Mais c'est tout. La dimension de la santé n'est pas une dimension étatique, la dimension de l'éducation n'est pas étatique, la dimension de la nourriture n'a rien à voir avec l'État. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque zone, il y avait des endroits qui étaient plus éduqués que d'autres, des endroits où on se soignait mieux que d'autres. Donc l'État moderne va décider de se centraliser pour dire non, je vais redistribuer partout pareil l'éducation, la santé, et ainsi de suite. Et en fait, quand on parle d'État moderne, eh bien, on se trompe grandement. Celui qui a inventé cela, c'est Yosef. La centralisation du pouvoir, faisant en sorte que tous les Égyptiens sont maintenant dépendants de Paro, et Paro va donc redistribuer comme il l'entend. Soit il est équitable, soit il ne l'est pas. Ça n'a rien changé entre hier et aujourd'hui. Mais c'est ce qui va amener les bases de ce que nous, on connaît comme étant l'État moderne. Et donc, Vayasem otam Yosef, dans le verset Kaf Vav, Vayasem otam Yosef lechok ad hayom hazeh al admat Mitzrayim leparo, lachomesh rak admat hakohanim levadam lo haïta leparo. On avait vu la semaine dernière que le projet d'hégémonie de Yosef, voilà, tu dis bien Jurassic Park 55, que effectivement Yosef n'a pas réussi à mener son projet à bien à 100%, puisque les terres des Kohanim n'ont pas été rachetées. C'est-à-dire que quelque part, il y a quand même une dimension, qui est en fait la dimension de Avodah Zara, qui reste dominante en Égypte, qui fait que le projet de Yosef d'hégémonie mondiale ne va pas marcher. Et c'est ce qui va finalement permettre aux Égyptiens de relever la tête et finalement, eh bien, de nous faire payer très cher le fait qu'on reste en Égypte un peu trop longtemps. Et c'est ce qui nous amène donc à la question que j'ai posée ultérieurement. La famine se termine. Pourquoi restons-nous? Eh bien, le dernier verset de la paracha, est un verset qui va durer 210 ans. Bon, il n'a pas l'air comme ça, c'est un petit verset. Mais le verset, sa suite chronologique, n'est pas la paracha de Vayechi, mais la suite chronologique du verset, c'est le début du livre de Shemot. C'est Vayakom melech hadash al Mitzrayim, et s'est levé un nouveau roi sur l'Égypte, et tout ce qu'on connaît avec Moshe et tout ça. Parce que nous dit le verset? Eh bien, littéralement, je le lis. Vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim be'eretz Goshen, vayachazu ba, vayifru, vayirbu meod. Et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, ils s'en sont emparés et ils ont fructifié beaucoup, beaucoup. Quand est-ce que ça se termine ça? Ça se termine à Vatimale Haaretz Otam, qu'on retrouvera dans le livre de Shemot. En d'autres termes, ce verset-là va durer 210 ans. Et toute la question que je repose, c'est pourquoi sommes-nous restés? Alors je rappelle, avant de donner la réponse, que vous connaissez certainement déjà, mais on va lire cela dans les sources. Je vous rappelle d'abord que Ma'aseh Avot Siman Labanim, que les actes des pères sont des repères pour les enfants, pas toujours dans le bon sens. C'est aussi des fois des repères pour savoir quoi ne pas faire. Quelles erreurs ne pas
recommencer. Je vous donne un exemple. Dans la paracha de Kitetse, dans le livre de Devarim, on nous raconte trois versets, sur un cas halachique assez technique et assez rare. C'est quoi le cas technique et assez rare? C'est de dire comme ça. Si jamais un homme, il a 2 femmes, et que dans ces 2 femmes, il en a une qu'il aime et une qu'il aime moins, mais que le Bechor, il est de la femme qu'il aime moins, alors il n'aura pas le droit de préférer son fils de sa femme qu'il aime au détriment du Ben Abechor. Car le Ben Abechor, c'est le Ben Abechor. Bon, c'est un cas quand même assez, on va dire, pas courant. Il faut qu'un homme, il ait 2 femmes, qu'ensuite, il y en ait une qu'il aime pas, qu'ensuite, le premier enfant Bechor soit de la femme qu'il aime pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de fille d'abord, il n'y a pas eu de... Et qu'il décide... C'est quand même un cas théorique. Mais évidemment que ce cas fait référence pour nous à quelque chose de très connu. Puisque évidemment que ça nous ramène à Yaakov, qui avait 2 femmes, une qu'il aimait Rachel, une qu'il aimait moins Léa. Le Ben Abechor, c'était Réhouven de Léa, et il a préféré Yosef. Et qu'est-ce que ça nous a apporté, cette histoire? Comment ça a terminé? On a fini en Égypte. C'est-à-dire à cause d'une tunique, nous diront nos sages, que Yaakov a donnée à Yosef, l'exil. Donc, Maaseh Avot Bevadaï Siman Labanim, en bien, des fois, et en mal, des fois aussi. Donc, voilà. Donc, je suis revenu. Désolé, il paraît que quand le téléphone sonne, ça coupe le zoom. Il paraît qu'un téléphone, c'est d'abord et avant tout un téléphone. C'est un chidouche qu'on n'était pas tous au courant. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui va se passer dans notre histoire? Qu'est-ce qui va se passer, Maaseh Avot Siman Labanim? N'oubliez pas ce qui a marqué dans le Talmud, dans le traité de Megillah, à la page 14, qui nous dit que Nevoa sheutzrecha ledorot nirteva, veshelo utzrecha ledorot lo nirteva. Une prophétie qui sert les générations est marquée dans la Torah. Une prophétie qui ne sert pas les générations, mais uniquement le moment de la prophétie, n'est pas marquée dans la Torah, elle reste par oral. Je vous rappelle que nous avons 24 livres du Tanakh, que nous avons 48 prophètes qui ont leur nom marqué dans le Tanakh, mais ce n'est pas le nombre total de prophètes qui se sont levés pour le peuple juif. Puisque le même Talmud dans le traité de Megillah dira qu'en tout et pour tout, pendant les 1500 ans de la prophétie, il y a eu près de 1 200 000 prophètes au peuple juif. Mais ils n'ont pas tous laissé des écrits. Donc si par contre là, les psukim sont marqués, c'est qu'ils doivent nous servir à nous. Donc je dirais, comme j'ai l'habitude de le dire, toute ressemblance avec un cas actuel serait purement fortuite et involontaire. Et bien là, c'est toute ressemblance avec un cas actuel serait totalement volontaire et pas du tout fortuite. Donc de quoi s'agit-il, Rabotai? De quoi s'agit-il, Rabotai? Eh bien, si on veut vraiment avoir les sources de ce que veut dire ce verset, eh bien, il faut d'abord essayer de le comprendre véritablement mot par mot. Vayeshev Israël. La shevet, ça veut dire être résident permanent. Comment est-ce qu'on dit être en visite ou être temporairement à un endroit donné? Eh bien, on appelle ça la gour. Oui, c'est l'inverse de l'hébreu moderne. C'est vrai qu'en hébreu moderne, on dit anigar. Ça veut dire je suis là. Mais en hébreu du Tanakh, la gour, ça vient du mot guerre, c'est-à-dire un étranger, alors que la shevet, c'est permanent. Ine vayeshev Israël be'eretz Mitzrayim. Qu'est-ce que t'es venu permanent? T'étais venu pour la famine. Alors on dit be'eretz Mitzrayim, be'eretz Goshen. Et ça c'est bizarre parce que c'est faux en hébreu. Vous savez que Goshen est une province de l'Égypte. Ça fait partie du pays de l'Égypte. De dire et Israël s'est installé dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen, c'est comme si tu me disais je me suis installé
dans le pays de la France, dans le pays de Paris. Paris, c'est pas un pays, c'est en France. Goshen n'est pas un pays à part. Et là, Pachout, quand tu te baladais à Goshen, tu n'avais tellement pas l'impression d'être en Égypte. Toute ressemblance, évidemment, à certains quartiers qu'on pourrait connaître dans certaines villes de France et de Navarre. Pas moi, par exemple, à Paris, certains quartiers du 19e arrondissement, du Marais, et autres 17e. Ou alors, allez vous balader, ceux qui ont la possibilité de voyager un peu après le confinement, allez vous balader à New York et allez faire une petite visite anthropologique à Brooklyn, à Borough Park, à Williamsburg, à Crown Heights. Ah, t'as vraiment pas l'impression d'être aux États-Unis, hein. T'as l'impression d'être limite en Pologne. Eh oui, quand t'arrivais à Goshen, tout était marqué en yiddish. Tout le monde avait un Streimel. Il y avait 2 trottoirs, évidemment, un pour les hommes, un pour les femmes. Quand t'arrivais vendredi après-midi, il y avait une sonnerie dans tout Goshen, des barrières partout, plus aucune voiture dans Goshen. C'était la folie. C'était la folie. C'est ce qu'on est en train d'essayer de nous dire. Be'eretz Mitzrayim, Be'eretz Goshen. Les Juifs à Goshen avaient fait de cette partie de l'Égypte un véritable ghetto. Mais volontaire. Un véritable ghetto dans lequel ils vivaient leur identité complètement détachée de Monsieur Goy, mais tout en profitant de ce que l'Égypte a à donner. Le Kli Yakar, un des grands commentateurs de la Torah, Rabbi Ephraim Lutzich, il y a à peu près 500 ans à Prague, lorsqu'il veut commenter ce verset-là, eh bien, il a décidé que sa langue ne serait plus dans sa poche. Il a dit, cette fois, je ne peux plus me taire, il faut que je dise ce que j'ai à dire. Et il balance tous les totachim. Il balance tout. Et il dit la chose suivante. Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Ce verset vient accuser les bnei Israël. Oui. Pourquoi tu dis ça? Dis le Kli Yakar. Kol pasuk ze be'ashmat bnei Israël ou medaber. Shema bikshu liot toshavim bemakom shenigzar alehem gerut. Parce qu'ils ont demandé d'être des toshavim, des résidents permanents, alors qu'ils n'auraient dû être que temporaires. Dieu Kli Yakar, il rapporte les versets au cas où les enfants d'Yaakov l'auraient oublié. Dieu avait promis à Abraham, Yado ateda ki ger yezaracha be'eretz lo lahem. Et eux ont décidé d'être toshavim. Nous dit le Kli Yakar. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Lo kach amrou les paro. Ah, les paro, amrou, on a vu la semaine dernière, la gour ba'aretz banu. On est venu tout simplement la gour. Est-ce qu'ils ne connaissaient pas la promesse de Dieu au Havot? Bien sûr qu'ils la connaissaient. Et moi, j'ai une autre question à te poser, Alex. Tous les Juifs qui habitent aujourd'hui en Chutz La'aretz, ils ne connaissent pas la promesse de Dieu, qui est la mitzvah de Dieu, de la Torah, qu'il faut remonter en Israël? Alors, il y en a qui ne connaissent pas. Alors, je te repose la question, Alex. Tous les Juifs avec une kippa sur la tête qui habitent en Chutz La'aretz, ils ne savent pas qu'il y a une mitzvah de monter en Israël? On parle des tribus. Tu es en train de dire quoi? Qui sont plus grands? Nous. Velo kach amrou les paro, on continue le Kli Yakar en disant, c'est pas ce qu'ils ont dit à Pharaon. Ils ont dit la gour ba'aretz banu. Et le Kli Yakar te le dit. Aval kol kach ishtakeu sham. En français, mais ils ont tellement kiffé là-bas. Oui. Attends, t'arrives en Égypte, c'est le kiff. T'arrives en Égypte, c'est le kiff. Et là, il faut que je vous dise, je ne sais pas si elle nous regarde aujourd'hui, mais j'ai discuté cette semaine avec une personne que je connais bien, qui m'a dit, elle vient de passer 2 mois, les 2 mois de confinement, elle les a passés à New York. Et elle m'a dit, je ne me rendais pas compte à quel point
la vie des Juifs là-bas était bonne. Tu as dit, bah oui, bah Boker Tov. Pourquoi tu crois qu'ils n'ont pas envie de partir? Parce que tu arrives à Goshen. Alors oui, tu arrives à Goshen, au bout de 5 minutes, tu te dis, oh, il va voir, on a quitté Jérusalem. Et ça dure 5 minutes. Hein. Et on a le téléphone de ma fille. 2 secondes. Excusez-moi. J'ai pas vu la dernière question parce que j'étais au téléphone de ma fille. Donc, celui qui a posé la question, pas grave, homme Janet. Donc, je reprends ce que disait le Kliakar. Donc, le Kliakar dit, ils ont tellement kiffé. Parce que tu arrives à Goshen, au bout de 5 minutes, tu n'en pouvais plus, tu voulais revenir à Jérusalem. Mais au bout d'une semaine, tu t'étais très bien accoutumé. Parce que tout d'un coup, c'était sympathique de ne pas devoir aller au puits tout le temps. Parce qu'il y avait l'eau qui coulait partout, le delta du Nil. C'est un endroit extrêmement fertile. Bah, ça fait plaisir de ne pas devoir travailler comme un malade en allant puiser l'eau à 3 km pour finalement aller arroser ton champ qui est à 3 km plus loin et refaire l'aller-retour toutes les 5 minutes. Attends, là, tu es dans le delta du Nil, tu te la kiffes. L'Égypte, c'est la grande puissance. C'est les limites de l'époque. C'est les US. Ben oui, exactement. Exactement. Donc les gens, très vite, ils se sont accoutumés. Très vite. Le confort, l'assistanat. À Botaï, on dirait que vous savez de quoi on parle. Et le Kliakar dit, et c'est là que ça devient terrible, parce qu'il termine son explication, son commentaire en disant, ils ont tellement kiffé là-bas, ils n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Pourquoi ils ne sont pas sortis d'Égypte? Ils ne voulaient pas. Ils étaient trop bien à Goshen. Termine le Kliakar en disant Akadosh Baruchu Leotziam Beyat Razaka. Jusqu'à ce que Dieu était obligé de les faire sortir d'une main puissante. Seulement quand on dit une main puissante, chez nous, ça résonne. Ah oui, ça résonne évidemment Pessah. Ça résonne Pharaon de Pessah, ça résonne persécution, ça résonne les 10 plaies. C'est ça la main puissante d'après la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Viens, on remet tout ensemble dans le Kliakar. On n'a tellement pas voulu sortir d'Égypte que Dieu il a été obligé de nous envoyer les antisémites et les persécutions. Parce que tant qu'il n'y avait pas de persécution, on ne voulait pas partir. Toute ressemblance avec un cas actuel, évidemment. Quelle différence on va en France? Ils étudient et vivent en tant que juifs. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Ah, j'ai pas vu la fin. Et qu'est-ce qu'on fait de plus? Régie, Houston, il me faut la fin de la question. Ah, elle avait l'air bien cette question. Ah ben non, c'est une autre question. Si on perd... Ah, j'arrive pas, vous allez trop vite les gars. Bon, tant pis, il me manque 2 questions. Pourquoi Dieu n'est pas si naturel d'habiter en Israël alors que c'est vraiment notre Macom? Pourquoi est-ce que c'est pas naturel? Bien sûr que c'est naturel. Mais on s'adapte très facilement à ce qui n'est pas naturel. Il suffit qu'on nous donne un tout petit peu de technologie ou de facilité, et ainsi de suite. Et on s'adapte très facilement à ce qui n'est pas naturel. Regarde la preuve. On t'a donné un peu... Attends, qu'est-ce que veut plus à part vivre en Israël? Ah, maintenant j'ai compris la question. J'y reviens dans 2 secondes. Ok, j'y reviens dans 2 secondes, je termine la première question. Regarde, nous, on a eu beaucoup de mal à s'adapter au froid et au chaud. Donc, on s'est dit, on va créer une société où il fait toujours le temps que j'ai envie. Donc, j'ai créé des masganim. Bien que ce ne soit pas naturel, en été, il faut avoir un peu plus chaud et en hiver, il faut avoir un peu plus froid. Ça aide le corps à s'adapter et à être plus fort. Ben non, nous, on a créé des masganim parce qu'on a envie d'être toujours en chemise. Résultat des courses, notre corps, il est beaucoup plus faible. Et quand on n'a plus de masgan, on ne sait plus comment gérer. Ben oui. On a toujours géré sans masganim. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis qu'on s'adapte très facilement quand on a des facilités. Donc par rapport à la deuxième question, bah, finalement c'est pareil. En France, ils étudient, en France, ils trucs. Je vais vous répondre.
Je vais répondre ce qu'a répondu le professeur André Neher Zatzal un jour qu'il donnait une conférence à Strasbourg. Alors vous savez comme moi que Strasbourg est un endroit très particulier, puisque Strasbourg pense que le Mashiach est strasbourgeois et qu'il viendra à Strasbourg pour délivrer les Juifs de Strasbourg de la volonté d'autres Juifs de les faire sortir de Strasbourg. Strasbourg, c'est un concept. Et donc, eh bien, il donnait une conférence à Strasbourg et à la fin, il y a un homme qui est venu le voir et il dit, vous savez, monsieur Neher, vous parlez bien, tout ça, Eretz Israël, mais vous savez, il ne nous manque rien ici. Nous avons les restaurants cachers, les yeshivot, les écoles juives, on a tout ce qu'il faut. Et le professeur André Neher a répondu, vous n'avez pas Jérusalem. Et ça suffit comme réponse. Celui qui pense que parce qu'il étudie la Torah là-bas, parce qu'il mange kasher là-bas, alors il peut être relié à Dieu, eh bien, il se fourvoie de manière fondamentale. Nous l'avons expliqué dans les cours précédents, pas seulement dans Bereshit. Par exemple, vous retrouvez le cours que j'ai donné sur la paracha de Hémor la semaine dernière, vous trouverez sur YouTube, que pour avoir une véritable rencontre avec Akadosh Baruch Hu, il faut 3 piliers. Il faut l'identité, Am Israël, il faut le moment que Dieu a choisi pour nous rencontrer, et il faut l'endroit. Car si tu donnes rendez-vous à ton mari, à ta femme, à une heure précise, mais que tu oublies de lui dire où, ben, il n'y aura pas de rencontre. Dieu a prévu de nous rencontrer tôt. Donc quand tu es là-bas, tu t'entraînes à la rencontre. C'est très important de s'entraîner à la rencontre quand on ne peut pas encore se rencontrer. Mais ce n'est pas encore la rencontre. Donc Nachon, on étudie la Torah en Chutz La'aretz. C'est fondamental d'étudier la Torah en Chutz La'aretz. Parce que t'imagines, 2000 ans, si on n'avait pas étudié la Torah, on aurait tout perdu. C'est fondamental de faire les mitzvot en Chutz La'aretz. T'imagines 2000 ans sans mitzvot, on aurait tout perdu. Aval, l'idéal de la rencontre, c'est bel et bien ici. Jacob a eu l'accord de... Nachon. Jacob a eu l'accord de descendre en Égypte. Pas d'y rester. Même Torah qu'en Galoun. Bien sûr que la Torah de Chutz La'aretz ne peut pas être une Torah collective, puisqu'il n'y a pas de collectif en Chutz La'aretz, bien évidemment. Donc, quoi qu'il en soit, Yaakov a reçu la permission de descendre en Égypte, bien sûr, mais il n'a pas eu la permission d'y rester. Ici non plus, il faut... Alors, là, j'ai lu toute la question, mais c'était trop court pour que je comprenne. Donc, il faut un tout petit peu plus décrit. Et ici non plus quoi? Dites-moi juste, ici non plus quoi? En tout cas, hein, donc finalement, nous dit le Kliaka, hein, que Akadosh Baruch Hu a été obligé d'envoyer des persécutions parce que les gens ne voulaient plus partir. Ils étaient tellement bien là où ils étaient, ne comprenant pas qu'il n'y avait rien à y faire. Donc Akadosh Baruch Hu a envoyé Pharaon. Mais le Kliaka ne s'arrête malheureusement pas là. Et il continue en disant Vekol elu shelo ratzu latzet. Et tous ceux qui finalement n'ont pas voulu sortir quand même, on parle quoi avec Moshe? Metu beshloshet yemei ha'afela. Sont morts dans les 3 jours d'obscurité. En français, sont morts dans l'assimilation en Égypte. Ce sont des versets terribles, des commentaires terribles du Kliakar, qui est en train de nous dire c'est pas compliqué. Le peuple d'Israël n'a rien à faire en Eretz Israël, n'a rien à faire en dehors d'Eretz Israël. Des fois, il est obligé d'être à l'extérieur. En Malasot, Dieu nous a emmenés en exil, certes, mais c'est pour un temps déterminé. Quand il faut sortir, il faut sortir. Quand on peut sortir, il faut sortir. Et malheureusement, ceux qui ne veulent pas sortir, alors que Dieu a décidé que c'était le moment qu'on sort, eh bien, vous remarquerez que dans l'histoire, et là, j'aimerais lancer un appel. C'est une sonnette d'alarme, c'est un appel. Puisque, qu'est-il arrivé de tous les 80% des Juifs qui sont restés en Égypte? Dans la suite de l'histoire juive, il y a 80% des Juifs qui ne sont pas sortis avec Moshe. Est-ce qu'ils ont continué à être une autre facette du peuple juif? Non. Ils se sont complètement dissipés dans l'histoire. Qu'en est-il donc de la deuxième sortie d'exil? Lorsqu'on est sorti de Babylone, tout le monde n'est pas revenu. Certes, bien sûr. Tout le monde n'est... Comment le faire comprendre? On étudie la Torah. 2 secondes, je vais aller plus loin là-dedans. À la fin de l'exil de Babylone, tout le monde n'est pas revenu. Et petit à petit, les gens sont revenus de plus en plus. Mais il y avait quand même des communautés qui sont restées à Babylone, qui sont restées
à Alexandrie, qui sont restés dans le pourtour méditerranéen. Qu'en est-il arrivé? Qu'en est-il arrivé? Qu'en est-il resté de tous ces juifs? Hop là, c'est revenu. Pourquoi tout le monde décide de m'appeler au moment où je fais cours? C'est fantastique, ça, quand même. En tout cas, combien reste-t-il de ces gens-là? Keilat Bene Roma, les Juifs de Rome, qui sont partis après l'exil du deuxième temple. Combien en reste-t-il de ceux qui ne sont pas rentrés? La sonnette d'alarme, c'est qu'aujourd'hui, l'heure de la Géoula est arrivée. L'heure du retour est là. Que va-t-il arriver de nos frères qui décideront quand même de ne pas rentrer? Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, comment est-ce qu'on leur fait comprendre? Ça dépend à qui on parle. Puisque tu ne tiendras pas le même langage en fonction des personnes. Il y a des gens chez qui tu appuieras sur, on va dire, le côté nation, c'est ça qui va les faire vibrer. D'autres, tu leur parleras du côté Torah, c'est ça qui va les faire vibrer. D'autres, tu leur parleras du côté technologie, high-tech, c'est ça qui va les faire vibrer. Tu trouveras le langage qui parle à la personne en face de toi pour lui faire comprendre que son avenir n'est plus ici, là-bas, là où il est, mais qu'il doit revenir. Jacob leur avait enseigné le projet d'Hachem. Nachon, tu vois ça? C'est-à-dire que non seulement Jacob leur avait enseigné, en plus, il a envoyé Yehuda. On avait dit la semaine dernière qu'il a envoyé Yehuda pour que le lien avec Eretz Israël ne tombe pas dans l'oubli. Mais il n'empêche que le kiff yosséfique, égyptien, occidental, était tellement fort qu'on a oublié un petit peu tout ça. C'est pas complètement annulé. La preuve, c'est qu'on va quand même réussir à s'en sortir à la fin. Mais tu vois à quel point il y a une emprise incroyable de Chutz La'aretz. Et cette emprise-là, il va falloir tout faire pour s'en défaire. Et ce que dira les Jérusalem, c'est fou, non? Jérusalem. J'ai rien compris. Désolé, j'ai rien compris à ce qui vient d'être marqué. Chers amis, s'il y a trop de problèmes, trop de commentaires, on va arrêter les commentaires. Donc, restez dans le cadre du cours. Merci. Les Jérusalem inventés. Je ne comprends pas. Vous avez tendance à marquer des phrases à sens kabbalistique, mais je suis très limité. Donc, il faut que les choses soient beaucoup plus claires, sinon je ne peux pas comprendre. Quoi qu'il en soit, la paracha se termine là-dessus. C'est terrible. D'ailleurs, Vaye Achazouba, ils en ont pris possession, les Achez. On peut également comprendre, ils ont été embourbés dedans. Comme le bélier chez Abraham, où il y a marqué Veneechaz Basfar Bekarnav. Il a été embourbé dans le buisson avec ses cornes. En d'autres termes, la paracha se termine sur l'embourbement de l'Égypte. Et c'est une paracha qui est stouma. C'est-à-dire quoi stouma? Ça veut dire qu'elle n'a aucune séparation. Maintenant j'ai compris. Oui, bien sûr. Quand tu dis les Jérusalem, excusez-moi, autant pour moi. Tu as raison, Nachon. Il y a plein d'endroits dans le monde où on a appelé ça Jérusalem. Nachon, c'est fantastique. D'ailleurs, je peux t'assurer qu'à Goshen, ils avaient donné aussi le nom New Beersheva, New Bethel, machin, bien sûr. Mais Kitsour, c'est une paracha stouma. C'est-à-dire qu'elle est collée, il n'y a pas d'espace entre la fin de la paracha et le début de la paracha de Vayechi. Et donc, directement, on est lancé là-dedans. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la paracha de Vayechi? La paracha de Vayechi commence comme ça. Vayechi Yaakov, donc on est toujours au chapitre Mem Zayin, mais cette fois au verset Kafret. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 ומאת שנה. ויחי יעקב. Vous vous rappelez de ce qui avait été marqué lorsque on avait vu ça depuis
le combat avec l'ange, que Yaakov est tantôt Yaakov, tantôt Israël. Lorsqu'il représente son identité collective, il est Israël. Lorsqu'il représente son identité d'exil, il redevient Yaakov. Ici, il est arrivé en Égypte. Toute la dimension collective a disparu. Donc, Vayechi Yaakov. Si vous regardez le verset suivant, eh bien, on a marqué Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Et oui, si Yechi Yaakov, si Yaakov vit, Israël est en passe de mourir. C'est-à-dire que la dimension nationale ne peut pas s'exprimer en exil. Elle ne meurt pas pour de vrai. Vayikrevu seulement Yemei Israël Lamut. Zelo Behemet. C'est une espèce de coma pendant toute la période de l'exil, où la nation, eh bien, finalement, est endormie. Des fois, on lui donne comme ça des petits pics pour qu'elle ne s'éteigne pas complètement. On dit une fois par an, l'an prochain, Jérusalem. On rappelle dans les tfilotes, Jérusalem. On se tourne vers Jérusalem. D'ailleurs, vous savez, ça c'est très intéressant. On ne se tourne pas vers l'Est. On se tourne vers Jérusalem. Il se trouve que quand on est en France, on se tourne à l'Est. Mais faites un petit peu comment on dit, le sondage. Il y a énormément de gens qui pensent qu'il faut se tourner à l'Est. Pas forcément, ils ont conscience qu'en fait, il faut se tourner vers Jérusalem. Une fois, j'étais à Tel Zion, un petit village au nord de Jérusalem. Chez ma belle famille, ils m'ont proposé de faire mincha. Donc j'ai dit OK. Et ils m'ont dit, Ta'aleh la Mizrach. Va au Mizrach. C'est comme ça qu'en Chutz La'aretz, on appelait l'endroit du Chazan, à l'est. C'est là que se tenait la Teva. Oui, parce que eux, en l'occurrence, ils venaient des Chabadnikim. Donc pour eux, leur idéal, c'était Brooklyn. Donc de Brooklyn, il fallait se tourner vers l'est. Donc ils m'ont dit, Ta'aleh la Mizrach. Et donc moi, au lieu d'aller à l'endroit où la Teva du Chazan, l'endroit du Chazan était placé, devant le Haron HaKodesh, je me suis mis à l'est. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur ai dit, vous m'avez dit d'aller à l'est. À l'est? Il dit, non, on va prier. Je dis, ah, donc vous voulez que j'aille au sud? Votre village étant au nord de Jérusalem, il faut se tourner au sud. Ah, arrête avec tes trucs de sionisme. On se tourne vers Jérusalem, quel que soit l'endroit où on est. Et c'est la grande différence, d'après Rabbi Yehuda Halevi dans le Sefer HaKuzari Mahamar Sheni. La grande différence qui fait qu'on ne peut pas accepter le christianisme et l'islam comme étant révélateurs de la volonté divine, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, leur grand et vrai problème à ces deux religions, c'est qu'ils ne savent pas vers où se tourner pour prier. Alors que l'Église est toujours tournée vers l'Est, justement parce qu'elle a emprunté ça au temple païen de l'époque, qui étaient tous tournés vers l'Est, vers le soleil, le dieu soleil, machin, et les musulmans qui se tournaient vers Jérusalem au début, mais qui finalement ont changé et se tournent vers la Mecque, montant leur postérieur vers Jérusalem. Donc tout n'est pas perdu. Mais la dimension nationale s'endort. Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Vayikra Livno le Yosef. Vayomer lo. Imna matzati chen be'enecha. Simna yadecha tachat yerechi. ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תגברני במצרים. Juste avant qu'Israël ne s'endorme, eh bien Israël va appeler Yosef. Et il lui fait envoyer un message en lui disant, s'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. אל נא תגברני במצרים, ושכבתי עם אבותיי, כן? ונשתני ממצרים, וקברתני בקברותם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. Yosef dit à son père, Al Tidag, je sais très bien que tu n'es pas d'ici. Dans cet échange, l'espoir d'un sionisme retrouvé vient de naître. Nous sommes au plus profond de l'exil, 17 ans que Yaakov est là, plus rien à voir avec la famine. On pourrait penser que l'espoir d'un retour est complètement anéanti. Yaakov lui dit non,
ne m'enterre pas en Égypte. Je ne résiderai pas pour l'éternité ici. Et Yosef lui dit, je sais. Tov, une fois qu'on a dit ça, Akol Tov. Vayomer, Ishavali, Vaishavalo, Vaishtachu Israël al Rosh Hamita. Israël, à ce moment-là, a réuni ses dernières forces et il s'est allongé. On pourrait dire que ça y est, la longue attente comateuse nationale a commencé. Donc il reste maintenant Yaakov, papy, qui va devoir donner ses dernières directives à ce peuple juif qui pour l'instant est en exil, mais qui ne doit jamais oublier qu'un jour il en sortira, et ne doit surtout pas oublier qu'est-ce qu'il sera lorsqu'il en sortira. Eh bien, pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec la suite des événements, comment, quelle est notre identité en exil pour en sortir, eh bien ça les amis, alors ça sera soit la prochaine fois si on décide avec les instances suprêmes de Emouna de garder le livre de Bereshit malgré le Zoom, ou on décide que tant qu'on est sur Zoom, eh bien ça sera un cours différent, on va voir, on va s'arranger, je vous tiens au courant cette semaine, et voilà, à la prochaine les amis.